doit savoir sur la culture ukrainienne dans le contexte tragique de la guerre russe? Quel changement de la perception française de la culture et littérature ukrainienne aujourd'hui? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Irina Dmitrechine, maîtresse de conférence à l'INALCO, historienne et traductrice. Bonjour Irina, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme professeure à l'INALCO, vous êtes historienne de formation. On vous connaît aussi comme traductrice, vous travaillez beaucoup comme traductrice des œuvres ukrainiennes vers le français. Et depuis des années, et je dirais même décennies, on vous connaît comme une ambassadrice, en quelque sorte, de la culture ukrainienne ici en France, parce que vous habitez depuis plusieurs années en France. Alors ma première question à vous serait très simple et très compliquée peut-être à la fois. Quel changement vous observez quant à cette attitude envers la culture ukrainienne aujourd'hui dans le contexte bien sûr tragique de la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Bonjour, je dirais que c'est surtout un intérêt. Donc nous n'étions pas vraiment visibles. Certes, les auteurs ukrainiens ont été traduits, on pouvait les trouver dans les librairies, mais il n'y avait pas d'intérêt particulier. Donc avec cette guerre, il y a eu cette envie de découvrir qui sont ces Ukrainiens, pourquoi ils se comportent ainsi, pourquoi ils résistent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs envies, quels sont leurs droits en quelque sorte, et qu'est-ce qu'ils représentent. Et donc, il y a eu cette immense soif de découvrir l'Ukraine, et dès le début de la guerre, il y a eu beaucoup de rencontres. Toutes les institutions ont cherché à organiser des débats, des conférences. Les éditeurs m'ont dit que tous les livres qui ont été publiés il y a quelques années, ils ont dû réimprimer parce qu'il y a eu vraiment un intérêt renouvelé. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup de nouvelles traductions qui ont été lancées sur cette vague de demandes en fait qui venaient des Français, et ça a touché la littérature, mais ça a aussi touché tout ce qui concerne la non-fiction, donc sur l'Ukraine, sur son histoire et sur tout son présent. Oui, tout à fait. Donc l'histoire, ce besoin de connaître l'Ukraine. Et pourtant, on peut constater que malgré tout, pendant des décennies, INALCO, ça peut être une seule institution en France où on peut retrouver l'enseignement de la langue ukrainienne et puis de cet enseignement de la culture, de l'histoire de l'Ukraine. Est-ce que vous croyez qu'on peut envisager que ce champ des études ukrainiennes en France est susceptible d'être élargi justement à cause de ce remontée de l'intérêt vers l'Ukraine? Je pense que ça mettra quelques années à remonter, à reprendre, puisque les études, c'est un processus long et c'est surtout un engagement. C'est-à-dire que nos étudiants choisissent d'apprendre l'ukrainien parce qu'ils pensent que l'Ukraine fera partie de leur futur, sera un élément de leur carrière, etc. Donc c'est un engagement quand même qui est lourd de conséquences et ne concernera pas un très grand nombre. Il y aura bien sûr des gens qui voudraient apprendre l'ukrainien tout simplement pour leur plaisir, pour un intérêt général. Mais nous avons en fait tous les cas de figure, aussi bien les gens qui ont effectué un voyage en Ukraine ou qui se sont mariés avec des Ukrainiens ou les Ukrainiennes, les gens qui ont besoin de la langue ukrainienne pour des raisons professionnelles. Et donc, toutes ces personnes peuvent venir dans notre université, donc l'Institut des langues et civilisations orientales, qui est l'unique établissement d'enseignement supérieur avec donc l'ukrainien comme donc une langue enseignée de manière
complexe et complète, à savoir il y a aussi bien la littérature que l'histoire, donc l'histoire contemporaine, les arts, la langue, et c'est l'unique établissement diplômant. Tout à fait. Donc, espérons que ça va changer. Si on regarde le panorama de la littérature ukrainienne contemporaine, vous qui êtes traductrice, on vous connaît aussi comme, je dirais, unique traductrice, presque unique traductrice depuis l'ukrainien vers le français. Vous le faites depuis aussi des années. Quels auteurs, à votre avis, sont les plus lus, les plus appréciés, les plus compris en France? Et pourquoi? Eh bien, j'ai eu la chance et le bonheur de traduire de nombreux auteurs ukrainiens, mais pour répondre à votre question plus précisément, je pense que l'auteur, incontestablement, qui est le plus traduit, le plus lu et qui est véritable ambassadeur de l'Ukraine en France depuis des années, c'est Andrei Kourkov. Donc, qui a son public, qui attend la parution de ses nouveaux romans, qui est aussi un auteur infatigable, puisque avec la régularité de Métronome, il publie pratiquement un roman tous les ans. Aujourd'hui, il vient d'éditer son journal de la guerre, et je pense que c'est l'auteur qui, effectivement, est un francophone, ce qui aide aussi, et le plus connu et le plus représentatif de littérature ukrainienne en France et probablement dans d'autres pays aussi. Pour d'autres auteurs, il faut dire que les exigences à l'égard de la littérature étrangère sont extrêmement importantes. Donc c'est plutôt une littérature intellectuelle et qui donc de ce fait touche un segment réduit. Nous ne sommes pas dans le cas de littérature américaine de masse où on peut vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, où il y a véritablement cette couches très très larges qui sont touchées. La littérature ukrainienne, je pense, est représentative de ce qu'est l'Europe centrale et l'Europe orientale. Et donc, ce sont des gens, les lecteurs qui s'intéressent d'abord peut-être à cette partie du monde, mais aussi qui ont un véritable goût pour la découverte et des exigences en matière de littérature. Donc je dirais que c'est un lecteur plutôt intellectuel, plutôt exigeant, et de ce fait on ne peut pas parler des grands tirages, mais plutôt de reconnaissance, d'estime. Voilà, donc plutôt les auteurs un peu voilà, comme vous dites, la prose intellectuelle, mais à la fois on constate que dans la littérature contemporaine aujourd'hui, nous voyons l'apparition de nouveaux auteurs aussi, nous voyons en fait tous les genres confondus, ça va de prose à la poésie est très présente, ensuite une prose courte. Voilà, difficile de dire à quel moment, à quelle mesure peut-on le rendre traduisible. Il y a aussi cette figure emblématique de l'écrivain engagé. Je veux dire, un personnage tel que Sergueï Zhadan, qui est aussi très important pour le paysage littéraire ukrainien, rien qu'en sa posture de l'écrivain qui est engagé, qui vit à Kharkiv. Rappelons à nos auditeurs que Sergueï Zhadan est surtout actif dans la ville de Kharkiv, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe. Et alors, il s'est engagé véritablement après la grande invasion russe comme volontaire. Il est resté dans Kharkiv, voilà, sauf quelques voyages à l'étranger, bien sûr. Il essaie d'aider au plus possible à l'armée ukrainienne, mais aussi dans les populations civiles. Donc, tout ceci est important pendant la guerre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et effectivement, Sergueï Zhadan est probablement l'auteur numéro 2, en quelque sorte, en termes de visibilité. Et cette guerre a ouvert une autre fenêtre sur la littérature ukrainienne par le biais des médias. C'est-à-dire que la plupart des quotidiens ou des hebdomadaires français ont fait appel à des auteurs ukrainiens pour des colonnes, des chroniques, des publications, ou en tout cas ont fait une lumière particulière sur tel ou tel auteur. Ça a touché bien évidemment d'abord les auteurs qui se sont engagés. Donc ainsi, nous avons eu des colonnes de quelqu'un comme Markian Kamysh, quelqu'un comme Artem Tchapaï, Sergueï Zhadan a aussi été souvent interviewé dans la presse. Et ça a donné en quelque sorte un coup d'envoi à leur découverte en tant qu'écrivain, donc déjà sous forme de livre. Donc un écrivain engagé, c'est effectivement quelque chose qui est propre aussi à la culture française, et voir les écrivains prendre les armes
écrire, ça remonte probablement pour la France à l'époque de la guerre d'Espagne. Peut-être un petit peu la guerre d'Algérie, mais c'est surtout la guerre d'Espagne qui serait un écho, en fait, correspondant un petit peu à cet engagement. Et il y a cette plénitude de ce que représente un écrivain, à la fois ce qu'il écrit, ce qu'il essaie de donner en tant qu'intellectuel, mais aussi son engagement en tant qu'homme. Et ça, c'est ou une femme. Ou une femme. Et ça, c'est quelque chose qui parle français, qui touche et qui suscite l'admiration, surtout dans notre vie d'aujourd'hui, où on pensait ne plus jamais devoir affronter ce genre de cataclysme. Et c'est quelque chose qui pousse l'admiration et qui suscite un intérêt. Et Jadane a aussi cette particularité d'être aussi bon en prose qu'en poésie. Et donc, on le voit aussi bien en tant qu'auteur, romancier ou novelliste, mais aussi en tant que poète. Et grâce à un festival tel que Week-end à l'Est, nous l'avons vu cet automne comme chanteur, puisqu'il est venu inaugurer ce festival avec son groupe de rock, donc les Jadane et les Chiens. Donc, pour ce qui est des autres écrivains que j'ai cités, Marc-Yann Camouche et Artem Tchapay, il y a effectivement la précision et surtout l'urgence et l'immense abîme qu'ouvre leur prose, puisqu'on prend conscience qu'ils écrivent depuis les tranchées, que leur engagement est total, aussi bien dans leurs écrits que dans leur vie. Et donc, j'ai eu des échos, en fait, des lecteurs qui étaient absolument admiratifs de la qualité, en fait, littéraire de ces textes, et par-delà de leur engagement citoyen. Ah, voilà, aussi c'était Tchapay, il y a aussi Artem Tchech qui est dans les tranchées, qui est mari de notre réalisatrice célèbre Irina Tsilik, elle aussi poète et écrivaine, mais surtout on la connaît comme cinéaste, comme auteur des films qui ont fait le tour un peu des festivals, y compris des festivals européens. Et donc Artem Tchech était aussi en train d'écrire des livres en ukrainien pour l'instant. Bien sûr, il sera question tôt ou tard de traductions qui seront à venir. À votre avis, quand vous avez affaire avec plusieurs maisons d'édition, vous connaissez un peu le monde éditorial ici en France, du fait que vous avez déjà fait éditer une quarantaine de livres, c'est ça, si je ne me trompe pas, une quarantaine de livres dans toute votre carrière. Est-ce que chez les éditeurs, vous constatez aussi cette remontée de l'intérêt pour la culture, pour la littérature et la culture ukrainienne ? Oui, incontestablement, il y a un intérêt pour l'Ukraine qui est sincère. Et surtout, je pense que la plupart des maisons d'édition se sont demandé ont-ils des auteurs ukrainiens et pourquoi n'ont-ils pas publié d'auteurs ukrainiens. Et donc, il y avait une sorte d'envie de faire découvrir cette littérature, la recherche de nouveaux auteurs, des noms un petit peu qui sortent du lot. Et dans ce sens, il y a eu un projet extrêmement important, Hommage à l'Ukraine, donc un recueil de nouvelles édité chez Stock à l'initiative d'Emmanuel Ruben, qui lui-même est l'auteur des nouvelles ukrainiennes, qui est un grand ami de l'Ukraine, qui s'y est rendu plusieurs fois. Et ce recueil, outre donc le fait de rendre hommage à l'Ukraine et à son courage, avait pour but et pour mission de faire découvrir ces jeunes auteurs. Et donc, il y a l'espoir que, ayant découvert ces auteurs par le biais de ces nouvelles, d'autres éditeurs pourraient être intéressés à se pencher davantage sur tel ou tel écrivain. Et notamment, on a bien indiqué que Artem Tchech, donc le mari d'Irina Tsilik, a écrit sa nouvelle depuis les tranchées sur son smartphone. Donc, il y a aussi le biais des anthologies qui permettent de découvrir, enfin de faire connaître la littérature ukrainienne, puisque n'oublions pas que la littérature traduite est un plaisir extrêmement coûteux pour un éditeur. Ensuite, la littérature française est quand même une littérature extrêmement riche et donc on peut dire presque peut fonctionner en autonomie. Quand on prend les traductions, les trois quarts des traductions se font de l'anglais. Et ensuite, donc la littérature allemande, italienne, espagnole et la littérature ukrainienne, donc qui fait partie de ces littératures
est européenne, c'est vraiment moins d'1%. Donc il faut être conscient qu'il y a très peu d'éditeurs qui travaillent dans ce domaine et qui, de ce fait, ont donc vraiment besoin d'être tombés amoureux de ce titre, être extrêmement convaincu en fait de la valeur de ce roman, puisque n'oublions pas que le livre fait partie aussi d'une industrie et donc un auteur, un livre est censé aussi apporter à cette maison d'édition, ne l'oublions pas, je suis consciente que ce sont des choses affreusement banales et prosaïques, mais n'oublions pas que les maisons d'édition ont besoin aussi d'exister, et donc un auteur, engager un auteur, c'est aussi une réflexion, entre autres, de la viabilité de ce texte. Et là, la littérature aujourd'hui bénéficie de ce coup de producteur, mais en temps normal, je dirais, avant cette guerre, l'auteur ukrainien était en concurrence avec un auteur sud-américain, avec un auteur, je ne sais pas, brésilien, etc., polonais. Italien, oui, et il avait besoin d'être effectivement meilleur pour être sélectionné. Et aussi, il était en concours, et il est toujours sans doute avec un auteur russe, n'est-ce pas? La littérature russe, en tout cas la littérature russe classique, est largement traduite en français, d'après ce que nous voyons. Est-ce que, à votre avis, il y a un changement? Est-ce que vous pouvez témoigner ou réfléchir sur la manière dans laquelle la culture russe, qui était présente en France dans ses fondations classiques, mais aussi, bien sûr, au-delà, est-ce qu'il y a un changement de l'attitude chez les éditeurs, chez les lecteurs, chez les citoyens aussi? Donc, tout d'abord, ce que la guerre a changé, c'est cette visibilité de la littérature ukrainienne dans les librairies. Maintenant, on peut trouver, notamment par exemple Boulevard Saint-Germain, dans la plus grande librairie, l'Écume des Pages, on a un rayon ukrainien. Avant, la littérature ukrainienne, les quelques auteurs qui étaient présents se perdaient dans la littérature russe, la littérature est-européenne, etc. Aujourd'hui, on a eu droit déjà à un rayon. Donc, ce qui veut dire d'abord, on a suffisamment de livres qui ont été édités, mais aussi les éditeurs, enfin les libraires plutôt, ont compris l'intérêt d'identifier et de rendre visible cette littérature. Ensuite, il n'y a pas que dans cette visibilité, dans cette perception de la littérature ukrainienne, il n'y a pas que les éditeurs et les livres qui ont contribué, mais aussi les mass médias, cette actualité, les nombreuses interviews qui ont été données par les Ukrainiens, par les spécialistes de l'Ukraine. Dans les premiers jours, je me souviens que j'avais donné plusieurs interviews autour d'une seule question: pourquoi faut-il dire Kyiv et pas Kiev? Et donc, c'était des petites touches. Ah oui, donc Kyiv. Donc plusieurs médias, grands médias, se sont engagés désormais tout simplement parce que les Ukrainiens le demandent, par respect, de basculer et d'écrire Kyiv, alors que jusqu'à présent, ça nous paraissait absolument insurmontable. Ensuite, cet engagement des Ukrainiens, cette volonté de défendre leur culture et d'autre part, la volonté affichée des dirigeants russes de détruire et de nier l'existence de la littérature et de la culture ukrainienne, tout cela a suscité l'envie des Français de découvrir, de comprendre de quoi il s'agit. Alors, en effet, la littérature russe est extrêmement présente, la culture russe est présente, il y a pour cela des raisons historiques, anciennes, etc. Moi, j'essaie de positionner la littérature ukrainienne comme une littérature est-européenne. Ok, il y a la littérature russe, les grands classiques, 19e siècle, des amateurs et des admirateurs de Dostoïevski, Pouchkine, Tolstoï, grand bien leur face. J'essaie de leur dire qu'il y a une littérature d'un pays est-européen qui a vécu dans l'ombre des empires, l'empire russe et l'empire austro-hongrois, qui n'a pas pu se développer comme un État-nation que très très récemment, et que ce pays, cette nation, a subsisté notamment par le biais de la littérature. C'est parce qu'il y a eu des écrivains et des intellectuels dans cette situation d'absence de l'État qui ont œuvré pour préserver, pour faire développer, pour faire connaître et ensuite
ont créé par leur littérature, par leur action, le prodrome pour les revendications politiques, parce que c'est parce qu'on a réussi à prouver que cette nation existe avec sa langue, sa culture, que les revendications politiques ont pu venir. Et notre cas est parfaitement comparable à un pays comme la Tchéquie ou la Slovaquie ou la Pologne, etc. Donc, et là, on devient du coup plus clair et plus lisible. Donc, on arrive mieux à nous situer en quelque sorte sur l'échiquier européen. Et ensuite, c'est une question de pousser la curiosité jusqu'à acheter un livre ukrainien, à découvrir un auteur, donc dépasser peut-être une part de paresse intellectuelle, de se dire, voilà, puisque je n'ai jamais entendu parler, donc ça n'existe pas. Et ici, donc, intervient ce rôle de passeur que sont les traducteurs, que sont les centres culturels et les différents médiateurs qui essaient de faire découvrir le pays, mais aussi sa culture. On parle beaucoup de la chose qu'on appelle la diplomatie culturelle, et donc la littérature, bien sûr, c'est une partie de cela, une partie de ce soft power, comme on dit souvent comme ça, en utilisant cet anglicisme pour désigner une attirance qu'un pays peut exercer sur d'autres pays, avec sa culture, avec sa littérature, etc. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que la littérature qui peut le faire, et donc... bien sûr, il y a aussi le cinéma, il y a la musique, il y a peinture, cinéma, le théâtre, donc plein de manifestations qui puissent raconter l'histoire d'un peuple, raconter l'histoire d'un pays, raconter une culture et la faire paraître intéressante aux étrangers. Et à la fois, je me rappelle, on avait entendu pas mal de critiques par rapport à l'Ukraine, par rapport notamment aux institutions culturelles ukrainiennes, au ministère des Affaires étrangères ukrainien, que pendant des décennies, l'Ukraine avait négligé, en quelque sorte, les efforts dans son soft power, qu'on a un peu négligé la diplomatie culturelle. Et pourtant, on connaît des gens qui sont présents sur le terrain comme vous pendant les décennies. Vous étiez là à élaborer bien avant que c'est devenu un peu sollicité, à cause, justement, dans les conditions très tragiques de la guerre. Est-ce que vous partagez, en fait, cette idée qu'il y avait des choses à reprocher à l'Ukraine, que l'Ukraine s'associait pas assez de sa diplomatie culturelle, ou il y avait pas mal d'efforts, mais il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas, justement, de l'intérêt, on n'était pas sollicité, même avec tous les efforts qu'on faisait dans les années qui ont précédé la guerre? Je dirais les deux. Et je pense que vous êtes parfaitement bien placé pour le constater. Vous avez vécu en France il y a de nombreuses années et vous avez vu quelle était la visibilité et comment l'Ukraine était perçue. En fait, elle était pratiquement inexistante et on connaissait Tchernobyl, on connaissait les Femen. Quand on parlait de Shevchenko, on parlait de footballeur et pas de poète. Donc il y avait cette tache blanche dans les cartes mentales des Français et des Européens de manière plus large. Et je reconnais que les efforts que de nombreuses personnes ont déployés depuis de nombreuses années, souvent butaient contre ce manque d'intérêt, manque de visibilité, ou surtout une sorte de méfiance, de se dire, bon, mais finalement, est-ce que vraiment cette culture a quelque chose à nous présenter, à nous offrir, puisque nous n'avons jamais entendu parler, ou on a... Enfin, il y a eu vraiment ce manque de visibilité dû aussi en partie à l'inexistence de l'Ukraine. Bien sûr, on peut dire que l'Ukraine ne faisait pas assez, qu'on aurait pu faire plus et on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui se concentrer sur cette fenêtre d'opportunité que nous avons malheureusement avec cette guerre. Et effectivement, il est extrêmement amer de constater qu'il a fallu cette guerre, des dizaines de milliers de morts et cette destruction des millions de personnes jetées en dehors de l'Ukraine pour qu'on se penche véritablement sur cette culture, pour qu'on puisse lui ouvrir les portes, pour que les auteurs et les sujets ukrainiens ou les films ukrainiens puissent être reçus dans les festivals et être découverts. En même temps, je pense qu'un long travail de préparation a été mené. Les films ukrainiens qui ont pu être projetés à Cannes ou à Sundance, avoir des prix, etc. Eh bien, il y a eu, pendant des années, il y a eu ce travail mené dans l'ombre, travail préparatoire, puisqu'effectivement, on ne peut pas sauter, se retrouver au 5e étage sans avoir passé le 1er, 2e, 3e. Donc il a fallu sans doute engranger cette masse critique
pour permettre cette explosion. Et effectivement, la guerre a grandement contribué. Maintenant, il nous appartient de ne pas laisser passer cette opportunité et de ne pas retomber de nouveau dans l'oubli, puisque n'oublions pas que nous avons eu déjà cette opportunité avec la Révolution orange, par exemple. C'était également une formidable opportunité. Et ensuite, on a de nouveau... les portes se sont refermées un petit peu. Maïdan, malheureusement, la guerre. Mais je dirais, de nouveau en 2015-2016, on a réintégré la Russie dans le Conseil de l'Europe, on a repris les relations économiques avec la Russie. Donc on considérait que la guerre est loin et qu'elle ne concernerait pas l'Europe. Et après tout, c'est un petit peu une querelle de voisinage qui se réglerait plus ou moins toute seule. Et cette guerre a en fait démontrer que ce que les Ukrainiens disaient sur l'agressivité que représente la politique russe, le danger qu'elle représente, sur le côté impérialiste de la culture russe, etc., soudainement, tout cela est devenu audible. Ce n'est pas nous qui avons changé de discours, c'est la perception qui a changé, puisque on a reconnu que toutes les sonnettes d'alarme que nous avons tirées, ou tout ce que nous avons dit, ce n'était pas des exagérations ou des manifestations de nationalisme étroit, etc. Donc on peut trouver d'autres étiquettes pas très flatteuses, mais que derrière tout cela, il y a eu ce véritable, non pas sentiment, mais danger que ressentaient les pays d'Europe centrale et orientale. Et on peut relire Kundera et donc l'Occident captif dont il a parlé, enfin de kidnapping de l'Occident plutôt, mais Miloš et d'autres, donc tous ces grands penseurs et grandes plumes centro-européens qui ont déjà passé par cette menace de disparaître sous la pression de l'impérialisme russe. On pourrait aussi relire Lesia Ukrainka, une grande auteure ukrainienne, une des trois classiques. Nous avons Taras Shevchenko, nous avons Lesia Ukrainka, nous avons Ivan Franko, donc des grands comme ça, un peu sommairement, mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de femmes dans d'autres canons littéraires européens, donc ici, l'Ukraine est exceptionnelle. Alors, si on relit Lesia Ukrainka, on peut trouver chez elle cette pièce qui s'appelle Cassandra. Alors là, qui décrit à la merveille ce que vous venez de décrire, notamment, et que Cassandra qui raconte des choses et que les autres ils les entendent mais ils les comprennent pas. C'est-à-dire que comment on arrive à voir des choses et pas comprendre. C'est un peu ce qui se passait en 2014. C'est quand les Ukrainiens, plusieurs Ukrainiens, dont nous bien sûr, on avait un peu l'air fou en essayant de convaincre la communauté internationale qu'il s'agissait d'un danger qui n'était pas limité par l'Ukraine mais qui allait beaucoup loin au-delà, mais qu'on avait un peu l'air, donc c'était pas convaincant, ça passait pas, on était voilà. Et donc là, tout d'un coup, avec cette grande guerre, invasion de 2022, tout le monde découvre que oui, justement, ce qu'on voyait, voilà, c'était ça. C'est tout simplement qu'on refusait en quelque sorte de comprendre le sens de ce qu'on voyait. Et donc voilà, on invite nos auditeurs de lire Lesia Ukrainka. D'ailleurs, est-ce qu'elle est traduite en français? Eh bien, le problème des grands auteurs ukrainiens, c'est l'absence de traduction, et notamment pour Lesia Ukrainka, ce sont ces œuvres dramaturgiques qui sont les plus importantes, intéressantes, et elles ne sont pas traduites. Donc, il y a eu quelques traductions réalisées par la diaspora, éditées donc dans les maisons d'édition de la diaspora, donc des publications confidentielles, à tel point que lorsque certains éditeurs ont cherché dans les premiers mois de la guerre à rééditer ce qu'ils avaient dans leur catalogue. Et c'est ainsi que nous avons vu apparaître Taras Shevchenko chez Segers. Et en fait, curieusement, il s'agit d'un projet qui avait été initié dans les années 70 par l'Union soviétique, par la délégation ukrainienne de l'UNESCO. Donc, sachant que Shevchenko avait été traduit aussi par la diaspora ukrainienne à l'époque, et qui donc était un projet en quelque sorte concurrentiel. Donc, je pense que c'est la diaspora qui était à l'origine, enfin la première à publier Shevchenko, et ensuite il y a une
une espèce de récupération et de réponse de l'Union soviétique, mais cette activité soviétique a permis la publication chez Gallimard, notamment avec la présentation d'Aragon, des Cavaliers de Janowski. Il y a eu la publication de Destin enchanté de Dovzhenko, il y a eu le peintre de Shevchenko. Et ces projets-là, en fait, ont existé, mais n'ont pas été suffisamment contextualisés. C'est-à-dire que on ne disait pas que l'Union soviétique, d'une main, favorisait la publication des auteurs classiques ou contemporains ukrainiens, et d'une autre main, emprisonnait les poètes ukrainiens, interdisait la langue ukrainienne, etc. Donc, pour Shevchenko, on a aujourd'hui 3 projets. On a donc la républication de ce qui était l'héritage, le reliquat soviétique dans la traduction d'un compagnon de route du Parti communiste. On a le projet de la diaspora qui a été édité donc dans la maison d'édition ukrainienne, le Piouf, première imprimerie ukrainienne de France. Mais il y a aussi une jeune maison d'édition française qui a fait la retraduction de quelques titres, enfin du premier Kobzar. Donc, tout cela pour dire que les projets ont besoin d'être repris, ont besoin d'être réinitialisés, mais à ce moment-là, contextualisés. Et dans le cas de Ukrainka, on a eu une publication qui a été reprise, mais qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ce qu'était la présentation de Lesya Ukrainka à l'époque soviétique, c'est-à-dire qu'une jeune femme souffreteuse avec ses poèmes Contra Spero ou L'arme, pourquoi n'es-tu dur comme l'acier, et ça s'arrêtait là. Or, c'était le piège soviétique. Et Lesya Ukrainka, elle est importante dans son œuvre, c'est quand même sa dramaturgie qui est la plus visionnaire, la plus importante en termes de création de la langue, en termes du fait de permettre aux lecteurs ukrainiens de découvrir ces grands classiques antiques, les grandes légendes, les grands paraboles bibliques, etc. Et ces textes-là sont malheureusement d'une telle complexité. Et heureusement pour les Ukrainiens, bien sûr, ce sont des œuvres d'avant-garde presque. On a besoin de les traduire, mais il est extrêmement difficile de traduire de la poésie. Mais c'est absolument nécessaire de le faire, puisque il y a quelques années, par exemple, il y a eu un projet relativement important de Don Juan à travers la littérature mondiale. On a présenté tous les Don Juan, sauf le Don Juan ukrainien, parce que, tout simplement, celui qui a fait ce projet ignorait l'existence de cette version de Lesya Ukrainka, qui s'appelle l'Amphitryon de Pierre, et qui est surtout la particularité de cette version de Lesya Ukrainka, c'est que c'est une version féministe. Ce n'est pas Don Juan, mais c'est Donia Anna qui est donc au centre de cette parabole et de ce texte. Et il est extrêmement important pour les slavistes, pour tous les spécialistes de littérature, déjà découvrir, de connaître Lesya Ukrainka et d'initier ces traductions qui ensuite permettraient d'inclure véritablement l'Ukraine, en tout cas de lui rendre sa place dans la littérature européenne, puisque nous avons, aussi bien dans les temps anciens qu'au XIXe siècle, suivi et nous étions parfaitement intégrés dans le processus littéraire européen par les biais des femmes, notamment de Olga Kobylanska, de Lesya Ukrainka, mais ensuite au XXe siècle avec Podmogilny, qui est donc pour nous un auteur proche de l'existentialisme, etc., etc. Donc voilà, Lesya Ukrainka, voilà, donc c'est une pièce manquante en quelque sorte à ce puzzle de ce voyage, de ce sujet des Don Juan dans la littérature européenne. Et donc, rappelons aussi à nos auditeurs que Lesya Ukrainka, elle représente cette littérature intellectuelle au plus haut degré. En fait, c'est un auteur avec cette position, avec cette connaissance profondissime en fait de la tradition européenne qui remonte à la littérature antique et qui s'étend jusqu'à Égypte, et c'était une écrivaine polyglotte aussi qui maîtrisait plusieurs langues, qui lisait en plusieurs langues, et donc la langue ukrainienne était une des langues qu'elle maîtrisait. Et donc, il a rendu un service absolument incroyable à l'Ukraine que de livrer cette prose intellectuelle. D'ailleurs, il y a pas que la dramaturgie, il y a aussi la prose chez Lesya Ukrainka qui est aussi largement méconnue. Merci beaucoup, Irina, pour cet entretien, pour vos explications tout à fait éclairantes par rapport à
à l'importance de traduction, par rapport à l'importance de la diplomatie culturelle. Et je tiens à vous remercier pour tout ce travail inlassable que vous faites depuis des années ici en France pour faire connaître la littérature et l'histoire ukrainienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Irina Dmitrechine, maîtresse de conférence à l'INALCO, historienne et traductrice. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.